Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Mon frère a été décapité donc en 2020. Samuel Paty va être poignardé puis décapité par Abdullah Kanzorov. Sans la dénonciation de la mineure à l'origine de toute cette cabale, sans dénonciation, pas de médiatisation, sans médiatisation, pas de crime. De fait, Samuel Paty aurait pu être sauvé. Il y aura un avant et un après Samuel Paty. Sauf que le après, c'est totalement absurde parce qu'à l'heure actuelle, avec toutes les offensives qui sont menées, on est dans le pendant. Verdict ont donc attendu ce soir au procès de l'assassinat de Samuel Paty. Les parties civiles dénoncent des réquisitions jugées trop clémentes, 18 mois de sursis et 16 ans de réclusion criminelle pour les 8 accusés, avec une demande de requalification à la baisse pour 4 d'entre eux par le parquet antiterroriste. Alors parlons vrai, est-ce que les peines qui seront prononcées ont pour but d'être ou pas dissuasives? Parlons vrai, est-ce un procès qui fera date? Et à cette question, verdict du procès Paty attendu ce soir, y a-t-il un problème d'interprétation des faits vu les réquisitions? Vous dites oui à 92%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité Stéphane Simon est avec nous, directeur de la publication du nouveau magazine Affaires criminelles et auteur du livre Les derniers jours de Samuel Paty chez Plomb, et qu'on retrouve bien entendu le samedi entre midi et 13h. C'est l'affaire dans l'affaire sur Sud Radio. Stéphane Simon, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors décidément, Philippe Bilger, les procès se succèdent avec un problème justement où les réquisitions finalement posent des problèmes. Alors, d'abord, malgré l'excellente question de Sud Radio, j'ai toujours des scrupules, en tant qu'ancien avocat général, à donner une perception sur la nature des réquisitions, dans la mesure où, par définition, nous n'avons pas assisté au procès. Et je l'ai suivi, certes, dans la presse, mais pas autant que je l'aurais fait avec d'autres. Deuxième élément, j'essaye d'analyser... Deuxième élément, Cécile, vous l'avez évoqué... En réalité, j'ai connu très peu de procès où les parties civiles ont été véritablement heureuses des réquisitions du parquet, sauf lorsqu'elles atteignaient un maximum qui était inévitable. Troisième élément, je crois comprendre que ces réquisitions ne sont pas faibles, malgré l'attachement que j'ai pour la vie de la sœur de Michael Paty, et pour ceux qui l'entourent, mais je me demande si le parquet n'a pas été techniquement obligé de disqualifier la complicité d'assassinat en association de malfaiteurs parce qu'il pouvait craindre un acquittement sur la complicité d'assassinat. Et je me demande si... Et donc, on renvoie à l'association de malfaiteurs qui est moins importante, mais qui était peut-être la voie de secours judiciaire dont il estimait nécessaire de servir. Éric Revel. Écoutez, non, je me rends à l'avis judicieux et très éclairant, j'avais pas vu les choses comme ça, monsieur le procureur, de Philippe Bilger. Moi, j'ai rien à rajouter. On a tous eu cette réaction de trouver les réquisitions un peu légères, mais je trouve que votre propos, cher Philippe Bilger, est très éclairant. Donc je m'y range. Modestement. Michael Sadoun. Moi, j'ai vu les réquisitions, elles me choquent pas particulièrement, mais il y a toujours deux manières d'évaluer les réquisitions. Soit on les évalue purement techniquement, je dirais, du point de vue de la loi. Est-ce qu'elles suivent les textes? Et ça, je pense que c'est le point de vue de Philippe Bilger qui s'exprime et qui est un point de vue d'expert. Après, il y a évidemment un point de vue moral que n'importe qui peut ressentir. Est-ce qu'il y a une disproportion, simplement, entre la gravité qu'on estime de l'acte et la lourdeur de la sanction qui est infligée? Pour ma part, en l'occurrence, je ne dirais pas ça. Je le dirais plus dans le cas d'Anzorov que dans le cas de tous ses complices, parce que personnellement, pour un cas comme ça, je serais pour une perpétuité réelle, qui n'existe pas vraiment en France. Donc voilà. Stéphane Simon est avec nous. Oui, je voulais juste poser une question à Philippe Bilger. Comte Sponville, à propos de l'économie, il est marché, dit l'économie n'a pas à être ni morale ni immorale, elle est amorale. L'économie. Est-ce qu'on peut dire la même chose de la justice? Je dirais non, et là je rejoins Michael, non pas que j'approuve forcément le regard... Donc il doit y avoir une notion de morale dans les peines infligées aux criminels. Je crois, il faut espérer d'ailleurs que parfois le droit et la morale se rejoignent. Mais bien sûr. Stéphane Simon, directeur de la publication donc, du magazine Affaires criminelles, vous avez écrit ce livre, Les derniers jours de Samuel Paty, donc vous êtes très proche de sa sœur Michaela. Elle a dit quelque chose ce matin, elle a dit
ils ont rejeté la notion d'engrenage. Ils ont plutôt pris le parti de l'enchaînement causal. Ça veut dire que finalement, d'abord c'est intéressant d'expliquer la nuance, mais est-ce que c'est ça qui a pu faire à un moment donné basculer ce procès ? C'est pas évident. D'abord, il faut dire une chose, c'est que les réquisitions, bien les juges qui sont des magistrats professionnels ne vont pas être obligés de les suivre. Donc, on n'est pas à l'abri d'une surprise d'ici quelques heures. Je rappelle quand même que le verdict va être connu aux alentours de 20 heures, peut-être un petit peu avant, peut-être un petit peu après. Pour l'instant, les réquisitions semblent un peu en deçà de ce qu'espéraient les parties civiles. Si vous voulez, le problème principal, c'est que l'assassin, Abdullah Anzorov, eh bien, il est mort le jour J, puisque la police est intervenue et a mis fin à ses jours dans une fusillade dont on se souvient peut-être la nature. Mais si vous voulez, ce qui est assez gênant dans ce procès, malgré tout, c'est que les peines pourraient être, les réquisitions auraient pu être plus fortes. Je vais vous donner un exemple. Priscilla Mangel, qui est une femme qui a joué un rôle véritablement sur les réseaux sociaux de courroie de transmission entre le père de famille de la petite menteuse, le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, et puis le tueur Abdullah Anzorov dont on vient de parler. Elle lui a adressé 70 messages. Eh bien, elle est arrivée à la cour libre, elle a comparu libre, et puis les réquisitions, elles sont extrêmement faibles. 18 mois de prison assortis d'un sursis probatoire pendant 3 ans, vous voyez que ça peut se transformer en rien du tout. Elle peut ressortir libre aussi ce soir. Alors on a focalisé évidemment sur le père de famille et sur Abdelhakim Sefrioui, le militant islamiste qui est fiché S, qui est compromis dans un nombre incroyable d'histoires. Mais il faut regarder aussi à la périphérie de cette affaire. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce procès, c'était un procès espéré pour que stoppent les violences contre les professeurs aussi. Ça doit être un coup d'arrêt très fort, très symbolique, pour dire qu'on ne peut pas en France continuer à exécuter des professeurs, les décapiter, que si vous voulez, il faut que, évidemment, c'est pas une affaire d'agression comme les autres, celle-ci, c'est une affaire où, si vous voulez, où on juge aussi les progrès de l'islamisme politique dans l'école et que l'on espère pouvoir donner un coup d'arrêt. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce procès, et c'est pour ça qu'il y a une attente très forte. Mais Stéphane Simon, pourquoi la jeune fille qu'on appelle la petite menteuse, qui visiblement, d'après moi ce que j'ai appris ce matin, le jour où elle a appris la décapitation de Samuel Paty, elle a enlevé son voile et aujourd'hui elle est contre son père. Donc lui il a fait passer pour Non, je vous arrête parce que là vous confondez la fille du militant islamiste dont je parlais à l'instant, Abdelhakim Sefrioui, qui elle a véritablement dénoncé les agissements de son père et finalement lui fait porter une très grosse responsabilité, mais elle n'a rien à voir avec... Ah d'accord, ok, pardon, donc j'ai mal compris. La petite menteuse, elle, elle a été jugée lors du procès à huis clos pour les mineurs, et elle a été jugée simplement pour dénonciation calomnieuse, et donc autant dire qu'elle a pas eu grand-chose, mais c'était compliqué de qualifier ces faits autrement. En tout cas, on a eu droit à une justice assez clémente pour les mineurs, mais ça peut se comprendre encore, puisqu'en France, c'est comme ça. On n'aime pas condamner très lourdement les mineurs. En revanche, on espérait que le procès des majeurs, de tous ceux qui sont dans cet engrenage terrible, serait exemplaire. Et il y a un risque très fort ce soir que ce ne soit pas le cas. Philippe Bilger. Stéphane, la question de Sud Radio est intéressante parce qu'elle posait aussi l'interrogation sur le prochain procès de Bernard. Et est-ce que j'ai tendance à penser que malheureusement chaque décision criminelle est enfermée dans une sorte d'autarcie et qu'elle n'aura pas d'incidence, d'influence même positive sur le prochain procès. Est-ce que vous partagez ce sentiment ou pas? Voilà, c'était ma question aussi. Les grands esprits se rencontrent. Je pense malheureusement que vous avez tous les deux raison de penser cela. Je pense que le procès de Dominique Bernard sera très différent, puisque là, on aura l'auteur des coups mortels qui comparaîtra face au juge. Et qui lui risque la perpétuité réelle.
Voilà. Mais si vous voulez, dans ce procès, ce qui était intéressant dans le procès de Samuel Paty, c'est de voir ce que l'on fait des auteurs d'une fatwa. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de juger des hommes qui ont activé les réseaux sociaux pendant 11 jours avec des vidéos qui désignaient Samuel Paty, qui le traitaient de voyou, qui demandaient son renvoi et puis qui appelaient des croyants, je dirais, convaincus qu'il fallait en finir avec, d'une certaine façon, avec Samuel Paty. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qui appellent à la haine, quelque part, qui vont être à l'origine de la démarche de l'islamiste qui va tuer, qui va porter le coup mortel? Si vous voulez, c'est un peu comme dans l'affaire de Salman Rushdie. On avait une autorité religieuse d'un côté et puis des auteurs de coups de couteau à New York. Vous vous en souvenez de cette affaire? Et là, c'est un peu la même chose, sauf que Samuel Paty, il est mort. Et ces hommes, ils ont quand même une responsabilité d'avoir prononcé une fatwa numérique quelque part. Stéphane Simon, ça revient à ma question de tout à l'heure. Ça veut dire que là, en fait, chaque élément est décorrélé de l'autre, alors que c'est un engrenage, en fait. C'est l'un qui pousse l'autre. C'est exactement ça. Il y a un engrenage qui est terrible, c'est qu'il y en a, si vous voulez, il y a une petite menteuse qui fait croire que Samuel Paty a demandé à des élèves musulmans de sortir de classe, ce qui est faux, on le sait. On a une principale qui ne va pas avoir, je dirais, la capacité à résister. Elle a un peu peur face aux pères de famille qui débarquent avec assisté du faux imam, du faux chef des imams de France. Ces deux-là qui vont faire de la retape numérique en pointant du doigt Samuel Paty et en disant qu'il faut mettre fin à son cours. Et puis, à 80 km de là, vous avez un garçon qui cherche à faire son djihad. Il ne sait pas encore exactement de quel côté il va s'engager. Et il va voir sur les réseaux sociaux d'autres militants islamistes qui attisent. Et tout ça va faire la tragédie qu'a connue Samuel Paty. Mais Stéphane Simon, on parle dans cette question, y a-t-il un problème d'interprétation des faits? Est-ce qu'il n'y a pas un certain relativisme, y compris dans certains médias? Moi, j'avais poussé un coup de gueule il y a quelques semaines sur le journal Le Monde qui qualifiait Brahim Chnina de papa poule. Est-ce que ça pose pas question quand même, ce relativisme médiatique qui pourrait s'ajouter au relativisme judiciaire? Vous savez que le pire, c'est quand vous avez... Moi, je suis allé plusieurs jours au procès et ce qui est absolument terrible, c'est que les journalistes, parfois, tombent, je dirais, complètement sous le charme de ce qui est dit à la barre. Or, vous aviez des professionnels du mensonge, quelque part, qui étaient là, qui ne sont responsables de rien et qui sont victimes de tout. Donc, le père de famille, il était victime des mensonges de sa fille, il est aussi victime de la principale qui a oublié de lui dire que sa fille avait menti, il est même quelque part victime du système, vous savez, du bloc de correspondance qu'on appelle le NT avec l'école, parce que il n'a pas été capable de lire convenablement ce qu'il y avait. Et puis il est victime aussi de l'islamophobie. Donc vous avez des gens qui renversent totalement la charge et qui se posent en victime de l'islamophobie, et des journalistes qui vont trouver que Brahim Chnina, qui est un type qui a élevé 6 enfants, mais quand on dit élevé, il faut vraiment mettre des grosses guillemets à ça, qui est incapable de voir, qui sait que sa fille est une élève problématique depuis des années, mais qui va croire sur parole sa fille et qui va pas écouter la principale. Vous voyez, et on va dire que c'est un papa poule. Non, c'est pas un papa poule, c'est un père déficient sur le plan de l'éducation. C'est totalement différent. Donc je vous rejoins, Philippe David, quand vous dites qu'il y a des journalistes, surtout quand on se prétend journaliste d'un grand quotidien du soir, eh bien, on fait un peu plus attention aux propos qu'on rapporte. Oui. C'est ce type-là qui s'est présenté comme un papa poule. Mais enfin, on n'est pas obligé de prendre argent comptant tout ce que racontent ces types à la barre. Un dernier mot, Stéphane Simon, est-ce que vous êtes confiant quand même ? Pas tellement, pour vous dire la vérité. J'ai vu hier Michael Paty qui faisait pas très bonne figure et qui vit dans une forme d'appréhension, parce que elle m'a répété hier, ça m'a beaucoup ému quand elle m'a parlé de son neveu, le fils de Samuel Paty, qui s'appelle Gabriel. Gabriel, il a 10 ans aujourd'hui, à peine 10 ans, il est venu à la barre et il a dit: j'aimerais que pour mon papa il y ait vérité et justice. Et elle me disait: mais tu te rends compte, pendant ces
7 semaines d'audience, nous n'avons pas eu la vérité, puisqu'aucun n'a véritablement regretté ces faits, à part je dirais, vous voyez, un peu de comédie. Et puis, eh bien, j'ai peur que nous n'ayons pas justice. Et là, je me dis, mais cette femme qui se bat depuis 4 ans maintenant, eh bien, elle risque d'être fort déçue. Et quand elle va rentrer chez elle, à son tour, qu'est-ce qu'elle va raconter à ses enfants? Merci beaucoup Stéphane Simon, directeur de la publication du magazine Affaires criminelles qui sort là, qui est là. Je l'ai dans les mains avec en couverture la disparition inquiétante de Delphine Jubilard. C'est le premier numéro, en tout cas un dossier des disparitions inquiétantes. Vous avez publié aussi, je rappelle, le livre Les derniers jours de Samuel Paty chez Plomb. Et puis on peut vous retrouver sur Sud Radio, puisque vous connaissez l'émission maintenant. L'affaire dans l'affaire, c'est tous les samedis de minuit à 13h. Excellente émission. Excellente émission, exactement, qu'on aime beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et merci, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Dans un instant, c'est comment je vais dire, c'est une montagne. C'est une montagne. Ah, c'est pas le kiki? Ah bah si, ça reste une montagne. Il y a l'Himalaya, comme dirait Bayrou. Voilà. On est devant l'Himalaya. C'est ça. Là, c'est l'Everest, l'Acmé. Et Sandra sera avec nous dans quelques instants, puisqu'elle va concourir contre vous. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Oui, bonjour Sud Radio, merci de votre émission, de donner la parole au territoire sur les campagnes. Sud Radio, parlons vrai.